présent. Alors, bonjour, je vais vous parler du projet Segunda Suerte. Alors, le projet Segunda Suerte, c'est un projet qui vise à accompagner des jeunes adultes de 18 à 35 ans qui souhaitent faire un retour aux études. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on combine un voyage de coopération internationale avec un retour aux études ici au Carrefour Jeunesse. Donc, le projet il se déroule en 3 phases. La première phase, c'est celle qui est préparatoire au stage international et celle aussi qui combine l'académique ici au Carrefour, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les professeurs de l'Envol, qui est l'éducation aux adultes, viennent ici sur place, dans nos locaux, pour donner la matière aux jeunes. Une fois qu'ils ont atteint leur premier objectif, ils peuvent ensuite se rendre sur place à l'Envol pour effectuer leurs tests, leurs évaluations. Alors, les professeurs viennent ici à raison de 12 heures par semaine. C'est des périodes séparées de 3 heures. Alors, l'horaire typique, c'est de 9 à 4 à tous les jours, du lundi au vendredi. Dans cette phase-là, il y a aussi la préparation pour le voyage. Donc, on va travailler l'espagnol, le travail d'équipe. Puis on travaille aussi en collaboration avec d'autres gens ici au Carrefour. Par exemple, pour le processus d'orientation, on travaille avec les conseillers en orientation. Puis, pour la planification des campagnes de financement, on travaille avec les ASEJ, qui sont les agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. Ensuite, ici au Carrefour, il y a aussi un processus qui se fait, un suivi individuel qu'on fait avec chacun des jeunes. On les aide à monter un plan d'action pour qu'ils puissent clairement déterminer leurs objectifs avec des moyens bien précis pour qu'ils atteignent leur but dans leur vie professionnelle, académique, mais aussi dans leur vie personnelle. Ensuite, c'est la deuxième phase du projet, qui est le 3 semaines au Pérou. Alors, c'est notre cadeau. On passe 3 semaines là-bas. Depuis 2009 maintenant, on fait les cohortes au Pérou 2 fois par année. Donc, présentement, on entend la 7e cohorte qui sera à Lima toujours. On travaille avec la communauté dans des projets souvent qui allient construction, main-d'œuvre. Ensuite, à notre retour du Pérou, on tombe dans la 3e phase du projet, qui est celle d'un retour graduel à l'envol. Donc, dans cette phase-là, on passe 2 jours ici au Carrefour, toujours, mais les 3 autres jours de la semaine, toujours sur le même horaire, de 9 à 4, eh bien, les jeunes vont à l'envol. Ce qui est intéressant avec cette phase-là, c'est que comme ils font un retour graduel vers leur éducation à temps plein, on peut ajuster au niveau de la motivation par rapport à l'école pour voir un peu qu'est-ce qui fait défaut, puis ajuster le tir avant qu'ils soient à l'école à temps plein cette fois-là. Donc, après un total de 22 semaines, les jeunes entrent à l'envol à temps plein et ils sont bien préparés à faire face à leurs défis scolaires, mais aussi à faire face aux difficultés qui ont plus attrait à leur vie personnelle, puis pour être sûr de bien compléter leur cheminement. Et après 3 coups, et voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais présentement? J'écrase de l'ail avec une roche. T'écrases de l'ail avec une quoi? Une roche. C'est vraiment hot. C'est vraiment...
poco triste porque cuando iniciamos esto era una área como una chacra, lleno de piedras, basural. Bueno, de nosotros es más agradecerle a ustedes porque esto era un lugar muy triste el lugar. Era con cartones, techo de calamina. Gracias a ustedes por el apoyo que nos dan. Imagínense que nosotros estamos como reina ahorita sentada acá, porque fue un techo mejor. Gracias a mí. Des jeunes qui ont travaillé fort à 30 cucs au soleil pour transporter du ciment, qui ont travaillé dans des soupes populaires, qui ont travaillé, les garçons se sont surpris à aimer travailler en garderie. Puis quand on a eu un peu de cours d'espagnol, c'est avec les enfants qu'on peut plus pratiquer. Alors, ils sont pratiqués avec les enfants. Alors, c'est un beau projet. Le taux, on est entre 80 et 85 de taux de réussite de retour aux études dans ce projet-là. Fait que, d'où viennent toutes ces idées? Je vous disais, on a beaucoup de partenaires. Il s'agit d'être curieux. On savait qu'il y avait une initiative comme ça à Shawinigan. Ça s'appelait Eldorado. On a importé ce projet-là. On l'a actualisé. Il vit depuis 7 ans maintenant. Alternative suspension, à un moment donné, on avait une intervenante qui avait entendu parler qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se faisait à Montréal, parce que oui, effectivement, alternative suspension ne se faisait qu'en région métropolitaine. On a été le premier point de service dans la ruralité, dans les régions. Alors, on a fait du pouce sur leurs idées. On l'a adapté ici au fait qu'on couvre un grand territoire. Zone et réussite, un intervenant assis dans une table jeunesse avec des partenaires, un intervenant des centres jeunesse qui dit « Hey, ça serait le fun de faire relever des défis à des parents puis des enfants pour développer des habitudes, pour qu'on s'aide, pour qu'on soit complice dans la réussite scolaire. » Alors, on fait du pouce là-dessus, on fait un projet. Alors, ce sont tous des idées qui viennent des partenaires, qui viennent des implications de tout le monde. Fait que je sais qu'il y en a ici beaucoup ce soir. Fait que je voudrais vous remercier de collaborer à la persévérance et la réussite des jeunes. Merci. C'est tout. Alors, c'est l'heure de vous présenter donc la dernière portion de la soirée de la tournée sur la persévérance scolaire. Et ça va se faire, comme d'ailleurs nous l'avons fait depuis le début, avec une présentation de la commission scolaire des Samars. Et ce sera donc Mme Sylvie Anctil, Mme Anctil, qui est directrice générale adjointe de la commission scolaire, qui est responsable d'ailleurs de la pédagogie, la grande responsable de la pédagogie à la commission scolaire. Elle sera accompagnée ce soir de direction d'école du secteur. Alors, j'ai nommé donc Mme Jackie Lévesque. Mme Lévesque est directrice des écoles primaires de la Valtrie, et également le directeur de l'école, ici même, l'école secondaire de la Rive, M. Daniel Frappier. Alors, mesdames et messieurs, c'est à votre tour. Merci, M. Poirier. Alors, moi, pas de micro, parce que je suis comme Mme Rousseau, j'ai besoin de mes mains, et surtout de la main droite. Alors, on convient qu'un sans fil est parfait. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier mon président qui a été très gentil parce que, comme on est à la 4e rencontre, il m'a laissé 6 minutes. Alors, d'antenne, vous comprendrez que faire ça pour moi, c'est absolument important parce que on est un petit peu en compétition. Quand on parle, on n'arrête plus. Alors, M. François Charbonneau qui est parmi nous, M. Maurice Valiquette aussi qui est commissaire dans le secteur, Mme Claudette Boisjoli-Pelletier aussi qui est ici, et M. Roch-Lavallée, mon commissaire parent, parce que je travaille plus précisément avec le comité de parents. Alors, la présentation que je vais vous faire, on va vous faire une présentation très globale de la commission scolaire parce qu'on va laisser la place à nos directions d'école du secteur qui vont vous démontrer les actions prometteuses qu'on a mises en place. En fait, ces actions-là,
qu'on a mis en place, ça a été parce qu'un jour, on a constaté qu'effectivement, on n'avait pas les bons moyens pour arriver à raccrocher nos élèves et faire en sorte que nos élèves diplôment. Mais tout ça, dans une commission scolaire, est assis sur une mission extrêmement précise. Alors, on arrive avec des encadrements, des politiques, et il faut, de toute façon, un jour ou l'autre, être créatif quand on a un certain contexte que je vais vous présenter tantôt. Alors, 3 éléments extrêmement importants, des services de qualité pour nos élèves, mais pour s'assurer qu'on va faire diplômer et qualifier nos élèves. 2e orientation, valoriser l'école publique. On passe notre temps, puis M. Villeneuve l'a dit d'entrée de jeu, de parler de ce qu'on ne fait pas au lieu de parler de ce qu'on fait. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on parle de ce qu'on fait et qu'on le fait bien, qu'on oublie les défis qu'on a à réaliser. Alors, ce soir, vous allez voir ce qu'on a fait depuis quelques années ensemble, et on ne l'a pas fait seul, parce que si l'école l'avait fait seule aujourd'hui, vous allez voir vos taux de décrochage qui ont extrêmement diminué dans le secteur. Donc, comme vous avez vu les projets qui ont été initiés, bien évidemment, il y a une communauté autour des élèves. Contribuer au développement social, culturel et économique, très important. Ne jamais oublier que nos élèves deviendront des citoyens responsables demain, qui vont gagner leur vie, qui auront un emploi et qui vont payer des taxes. Alors, payer des taxes, payer des impôts, ça fait en sorte qu'on est sûr d'avoir une société solide. La loi de l'instruction publique nous oblige à faire un plan stratégique associé à certains critères. Chez nous, on a choisi un plan stratégique de 5 ans. On n'est pas au premier plan stratégique, vous allez voir tantôt. C'est assis sur un contexte, la commission scolaire, qui est différent dans chacune des commissions scolaires. Enjeux, orientation stratégique, des axes d'intervention et des résultats visés. Je tiens à souligner, résultats visés, la société a peur de parler d'approche axée sur les résultats. Le milieu éducatif commence à déterminer des cibles d'atteinte, et c'est important de le faire. Mais c'est important de le faire avec éthique, de bien le faire et de le faire assis sur une analyse. Alors, des lieux importants de gouvernance, chez nous, comme partout ailleurs, on a un conseil des commissaires. Un conseil des commissaires, ça ne fait pas n'importe quoi. Alors, pour être capable de prendre de bonnes décisions, on a un comité exécutif, on a un conseil des commissaires qui, autour de ces éléments-là, prennent des décisions. Alors, planifier et voir à la définition des orientations et des priorités commission scolaire, c'est important pour le conseil et pour répondre aux besoins et attentes de la population. Veiller à la pertinence de la qualité des services éducatifs offerts et s'assurer d'une gestion efficace et efficiente, c'est ce qu'on a fait depuis des années, et c'est assis sur le plan stratégique de la commission scolaire. Considérer les domaines de démocratie, toujours s'assurer que la gouvernance va s'inscrire dans une perspective d'amélioration continue des services éducatifs. Chez nous, on le fait avec rigueur. Naturellement, les lieux matériels sont importants, sont discutés, mais un des premiers enjeux, c'est de savoir comment nos élèves vont réussir et diplômer. Agir avec un haut niveau de rigueur et de cohérence, parce qu'évidemment, les multiples lieux de consultation et de décision sont importants. Alors, grand territoire chez nous, 130 km sur 100. Alors, c'est un grand territoire, Saint-Michel-des-Saints, jusqu'ici, au bord du fleuve. Notre population élève est autour de 19 751. Vous voyez que le préscolaire aura une augmentation d'ici 2015-2016. Même chose au primaire. Une certaine baisse au secondaire pour atteindre 20 000 élèves en 2015-2016. 4 000 employés réguliers et à temps partiel. Un budget de 241 millions, 91 bâtisses. Alors ça, c'est important parce que ça demande un encadrement extrêmement important pour avoir des lieux de qualité et des lieux où les gens peuvent, à ce moment-là, évoluer dans un contexte qui est tout à fait harmonieux. 8 100 postes informatiques, on tenait à le mettre, un ratio de 1 pour 2,8 élèves.
Alors, dans la société de médias dans laquelle on est installé, le MELS prévoit 1 pour 5. Nous autres, on est déjà à 1 pour 2,8. Chez nous, 75 de nos écoles et 75 de nos écoles primaires et 90 de nos écoles secondaires sont en milieu défavorisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'indice socio-économique. Alors, nous, on a plusieurs écoles, dont la vôtre, ont un indice de 8, 9 ou 10. Cet indice-là est composé de quoi? 2 tiers du taux de diplomation de la mère et 1 tiers des parents inactifs. Alors, évidemment, ça a un effet important. Quand on est en milieu défavorisé, le taux de diplomation de la mère qui n'est pas présent fait en sorte que ça a un effet. Madame Nadia Rousseau l'a dit, les mères sont importantes, les mères sont là à éduquer les élèves. Alors, évidemment, ça a un effet important. Alors, on doit tenir compte de cet aspect-là chez nous pour faire en sorte que nos élèves arrivent avec une diplomation, une qualification. Un taux de décrochage qui était très élevé. Je vous ai sorti les données de 2007-2008. On était à 38 % à la commission scolaire. On avait 555 élèves qui sont sortis cette année-là avec aucun diplôme, aucune qualification, qui sont pas revenus à l'école. Et on a travaillé fort depuis ce temps-là. En 2009-2010, on a baissé ça à 30,3 et on a franchi le cap d'une centaine d'élèves de moins et plus qui sont sortis avec un diplôme et une qualification. Et on peut voir chez vous, vous êtes passé de 44 élèves, ce qui est en noir, 44 élèves qui n'avaient pas de diplomation et de qualification, à 19 élèves. Alors, il y a du travail qui a été fait. Ça veut dire qu'il y a des élèves qui sont en continuité, qui sont persévérants, et des élèves qui ont obtenu un diplôme ou une qualification. Évidemment, ce qu'on peut voir dans ces diagrammes-là, vous regardez la petite ligne rouge, c'est nos filles à la commission scolaire, puis la dernière ligne, c'est nos garçons. Les 2 lignes d'en haut, c'est le Québec, garçons-filles. Alors, on voit que les filles sont plus persévérantes, obtiennent des qualifications et des diplomations plus que les garçons. Il faut tenir compte de ça dans nos interventions. Un taux de sortie avec diplôme et qualification qui est passé de 62 % à 69 % en 2009-2010. Pourquoi je vous parle de 2009-2010? C'est la dernière donnée que le ministère sort. Parce qu'il attend toujours 23 mois pour voir si les élèves se sont réinscrits, ont été dans un processus de continuité. Madame Rousseau disait nos élèves qui éprouvent des difficultés, normalement, ces élèves-là se réinscrivent et sont persévérants. Alors, le ministère a dit on va prendre une donnée un petit peu plus tard pour voir si ces élèves-là diplôment ou qualifient. Entrée de l'âge attendu au secondaire est passée de 83 % à 79 %. Ça, c'est une donnée qui est moins intéressante. On est obligé d'en tenir compte. Ça veut dire que nos élèves arrivent avec une année de retard au secondaire. On a parlé du redoublement. Le redoublement, c'est un facteur de risque extrêmement important. Un élève qui n'arrive pas avec l'âge attendu au secondaire se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus à risque. Et quand on a une croyance élevée au redoublement, mais comme le disait Mme Rousseau, qu'on fait un peu plus de ce qu'on fait déjà, ça ne donne pas grand-chose de faire redoubler l'élève. Alors, il faut trouver d'autres stratégies, puis il faut mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte que l'élève qui va bénéficier d'un an de plus va, à ce moment-là, se retrouver avec des stratégies différentes. C'est là le défi. Alors, les constats qu'on a faits, faible performance en français et mathématiques, mobilité et déménagement des familles. Dans certains secteurs, on a des entrées et des sorties. Alors, une école où il y a 300 élèves qui sortent et 300 élèves qui arrivent, imaginons que cette école-là doit s'adapter et trouver des stratégies, en fait, pour aider et supporter ces élèves-là qui, sans cesse, arrivent à l'école. Écart de conduite, dans l'analyse qu'on a fait, en fait, le développement des apprentissages sociaux, les habiletés sociales sont devenus un défi important. On s'est rendu compte qu'en milieu défavorisé, le petit coffre à outils de l'élève est peut-être moins développé à ce niveau-là.
Donc, on doit faire quelque chose. Faible niveau de motivation et d'engagement des élèves, j'ai de la difficulté à réussir, j'ai des échecs, je m'absente de l'école, je ne reviens pas à l'école, alors mon niveau d'engagement diminue. Augmentation de la proportion d'écoles qui composent avec un indice de défavorisation. On a vu qu'au cours des années, notre situation ne s'améliore pas, donc il faut en tenir compte. Et une croyance présente sur l'efficacité du redoublement. Il faut se poser des questions, il faut le faire, mais il faut le faire de façon différente. Alors, les défis incontournables, diminuer l'absentéisme, améliorer le niveau de réussite, le niveau de motivation et d'engagement des élèves, augmenter la proportion des sortants des établissements avec un diplôme, puis soutenir la mise en place de mesures adaptées, en fait, aux différents profils des élèves à décrocher. Vous allez voir qu'on n'a pas que tenté, mais on a fait des choses depuis des années pour améliorer ces éléments-là. Première orientation qu'on s'est donnée dans le plan stratégique, persévérance, qualification, diplomation incontournable, on ne peut pas passer à côté. Comment on peut faire ça? C'est de s'assurer que la deuxième orientation soutienne un personnel compétent, efficace, qui connaît bien son rôle. Alors, évidemment, cette deuxième orientation-là demande de s'appuyer sur le développement professionnel de nos personnels. Troisième orientation, valorisation de l'école publique et, naturellement, du développement régional. Alors, si on est ici à soir, ça fait partie du développement régional qu'on s'est donné, en fait, et de valoriser l'école publique. Les orientations, la première orientation soutient 6 axes, diplomation, qualification, lutte au décrochage, niveau de compétence des élèves, qualification, diplomation, apprentissage sociaux et formation professionnelle. Quand je vous dis ça d'un bloc, chacun de ces axes-là est associé avec des actions très précises. Actions précises que la commission scolaire va déployer, mais que les écoles aussi auront comme responsabilité de déployer. Deuxième orientation, dotation du personnel, développement des compétences, j'en ai parlé. Et la troisième orientation, naturellement, que j'ai soulignée tantôt. Quelques exemples d'indicateurs. J'ai parlé d'une approche axée sur les résultats qui définit ce qu'on doit atteindre. Bien, on part d'un taux de diplomation de 55 % et on souhaite arriver à 65 %. Le ministère nous a donné une cible de 69 % en 2020. On devrait atteindre 65 % en 2016. Et l'autre élément qu'on a mis aussi dans notre planification stratégique, qui est un des indicateurs, on veut passer de 33,4 % à 23 %. On a déjà franchi un cap où on a une année de fait et on est rendu à 30,3 %, donc on s'en va dans le bon sens. Alors, en résumé, vous voyez 3 orientations, 10 axes, 40 objectifs, 22 indicateurs, un plan d'action annuel, une convention de partenariat avec le ministère, c'est une obligation, mais qui est associée et qui est assis sur notre plan stratégique. Et les écoles ont un projet éducatif, plan de réussite, une convention de gestion. Je pense que je vous apprends rien si vous êtes au CE. Normalement, vous avez dû en entendre parler. Et des décisions qui convergent naturellement toujours vers la diplomation et qualification. Quand on a fait une réflexion, on s'est dit qu'il ne faut pas perdre de vue certains éléments. Certains éléments sont importants. Mettre en place des mesures de prévention dès le début de la scolarisation. Alors, quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit qu'il ne faut pas commencer au secondaire, il faut commencer au préscolaire. Alors, on a mis des mesures au préscolaire. L'ensemble des écoles l'ont fait. On a adapté chacune de ces mesures-là aux élèves du préscolaire, aux élèves du premier cycle, du deuxième cycle. On n'agit pas de la même manière avec le type d'élèves qu'on a. Mesures universelles, des mesures universelles qui sont pour tous. Alors, dans la classe, on a des types de mesures et quand on a des élèves qui ont des difficultés un peu plus, il me reste 5 minutes, ils me surveillent, puis c'est correct, j'y avais dit. Alors, mesures universelles pour l'ensemble des élèves, mesures ciblées pour des élèves plus particulièrement qui ont des besoins importants. Mais ces mesures-là doivent s'inscrire dans la même continuité. Imaginons qu'on sort un élève de la classe et quand on sort un élève de la classe, on y fait faire d'autres choses, il arrive dans la classe puis c'est pas la même affaire.
mesures de continuité entre les deux, mesures pour contrer l'échec scolaire, des actions différenciées et surtout s'appuyer sur un groupe hétérogène. On a besoin de modèles dans la vie. Alors, des modèles, c'est pas de mettre tous des élèves pareils ensemble. Quand on regarde notre voisin, notre père, bien, on va apprendre par modélisation. Mesures intensives et maintenues. Juste vous dire qu'au Québec, on est des faiseux puis des recommenceux. Alors, très souvent, ce qu'on applique, il faut le maintenir, être intensif, le valider et s'assurer que ça donne les résultats escomptés. C'est ce qu'on a fait dans nos mesures, c'est ce que les écoles ont fait depuis quelques années. Développement professionnel, extrêmement important, notamment pour le personnel enseignant. Très jeune personnel qui arrive, ils se retrouvent en première année ou en sixième année, des zones charnières où ils se retrouvent en milieu défavorisé. Donc, il faut les accompagner. Pourquoi ils se retrouvent là? Bien, évidemment, tout le processus là, des choix de poste, ils sont contraints d'accepter ces choix de poste-là. Des mesures qu'on a mises en place, conscience phonologique, bien, c'est une façon que les élèves apprennent déjà par des jeux les syllabes. Alors, au préscolaire, on a installé ça. On a installé « Raconte-moi une histoire ». C'est une façon pour que les parents puissent accompagner leurs enfants au niveau de comment raconter une histoire. Alors, c'est vraiment tout... ils arrivent avec le petit livre, puis là, il y a des pictogrammes à ce moment-là qu'ils peuvent utiliser. On a mis en place l'approche équilibrée en lecture, stratégie déployée pour l'ensemble des élèves. C'est une mesure avec une très grande rigueur qui permet aux élèves de développer les stratégies de lecture. Lecture accompagnée, c'est une mesure ciblée pour nos élèves de deuxième année. L'élève est retiré de la classe, 60 jours, 2 heures par jour. Il y a des élèves qui lisaient 5 mots minutes. À la fin de ce processus-là, plusieurs sont maintenant capables de lire entre 45 et 60 mots minutes. Ça reste, c'est une mesure qui demeure dans le temps. Lecture accompagnée au secondaire, on s'est inspiré du primaire, on a fait la même chose. Blitz de lecture, c'est nos amis de première année. L'enseignement réciproque, stratégie, 6e année, stratégie, première année du secondaire. Les mêmes stratégies font en sorte que l'arrimage se passe beaucoup mieux. Des volets d'accompagnement rapprochés, ce qu'on a fait. Personnel de direction est accompagné pour mieux jouer son rôle et le jouer de façon efficace. Personnel enseignant, jeune personnel enseignant, projet de mentorat. On est rendu à 50 profs qu'on suit de façon rapprochée. Nos élèves à risque de décrocher, on a parti un projet qui s'appelle le projet Paris. Il y en a été question au Carrefour Jeunesse Emploi. 9 écoles, en fait, ont un projet. Notre intervenant ici, c'est notre ami Jocelyn, qui s'occupe des élèves, autour de 18 élèves qui sont suivis de façon très rapprochée. Ces élèves-là, ce qu'ils nous disent, s'ils n'étaient pas là, je ne serais plus là. Alors évidemment, au secondaire, l'importance d'avoir une personne significative autour de moi qui me permet de persévérer, de me comprendre, de tisser un lien extrêmement important, devient un facteur de protection extrêmement puissant pour l'élève. Accompagnement du personnel enseignant, je l'ai dit. Dernier élément, développement de tableaux de bord. En un clin d'œil, nos directions d'école peuvent avoir accès aux résultats des élèves, aux absences des élèves, au suivi qu'ils doivent faire, standardisation des données partout dans la commission scolaire. Alors évidemment, je peux questionner rapidement où est l'élève dans sa réussite à chaque bulletin, à chaque épreuve. Alors ça devient un élément extrêmement important pour un ensemble d'équipes école qui veut dire est-ce qu'on s'en va dans le bon sens, est-ce qu'on a mis les bonnes mesures en place et est-ce que ça donne des résultats. Alors voilà ce qu'on a dressé comme portrait assez rapide parce que j'aurais pu vous en parler encore 1 heure. Alors voilà, je vais laisser la place à nos 2 directions d'école, Mme Jackie Lévesque et M. Daniel Frappier, mais j'aimerais quand même souligner que ces 2 directions-là ont travaillé avec l'ensemble des directions
du secteur de la Valtrie. Et ce soir, Mme Hélène Gauvreau est là et M. Marco Lacharité est aussi présent pour accompagner nos 2 directions d'école. Nous avions préparé, Mme Lévesque et moi, pour 60 minutes de présentation. Mme Anctil vient de nous en couper 45. Elle a dit à peu près ce que l'on voulait dire. C'est donc dire que nous partageons les mêmes visions et les mêmes objectifs communs. Rapidement, la présentation que Mme Lévesque et moi avons préparée, elle est très succincte, elle est très brève. On est allé avec un concept que Mme vous présentera tantôt. Ce qui est très important de dire avant de débuter pour moi, c'est que moi en tout cas, je sens ce soir que je pourrais avoir tout le poids du monde sur les épaules quand on parle de persévérance scolaire. Et on peut voir ça comme un poids qui est accablant. Mon Dieu, on n'y arrivera jamais. Ou bien, une marche à la fois, à petits pas, quand on décide d'avancer puis de mettre des actions concrètes de l'avant, bien, ça peut fonctionner. Et comme direction du secteur La Valtrie, c'est un peu ce que l'on veut vous prouver ce soir. La Valtrie, c'est très particulier parce que c'est 5 écoles pour une seule municipalité, 4 écoles primaires, 1 école secondaire dans un bassin. Donc, Mme Anctil l'a dit, notre équipe de direction adjointe est là. On a rapidement fait le tour, une même municipalité. C'est vraiment très particulier. Nous avons la possibilité d'avoir des concertations, des échanges avec les directions du bassin parce que c'est très proximal la situation que nous vivons. Et aussi, on a eu l'occasion de mettre en place des projets conjoints. On va vous en parler de quelques-uns tantôt. Et nous avons aussi, on partage des services. Donc, par exemple, un psychologue qui travaille au primaire dans le bassin et qui travaille aussi au secondaire. Donc, une continuité dans les interventions qui sont faites dans les écoles primaires autant que secondaires. Avant de vous passer le micro, Mme Lévesque, pour ma part, je veux vous mentionner ce que j'ai dit à l'Assemblée générale du personnel enseignant il y a environ un mois. La vision de la direction de l'école ici, c'est de travailler sur 2 choses. Travailler sur la réussite scolaire des élèves. Mme Anctil vous a parlé de statistiques. Ça va bien, ça augmente. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les actions qui ont été mises en place fonctionnent et on souhaite poursuivre dans ce sens-là. Et la deuxième, c'est travailler sur la crédibilité appartenance. Lorsque je suis arrivé ici, ce qu'on m'a dit, c'est « Vous savez, monsieur, il y a un auto qui a pris un feu dans le stationnement il y a une 12aine d'années. OK. Il a brûlé. On peut-tu en revenir? On peut-tu passer à un autre appel? On doit travailler sur la crédibilité du milieu de l'école et on veut mettre en place, on est en train de le faire d'ailleurs, des actions qui vont faire en sorte que toute la communauté va pouvoir parler positivement de son école secondaire et vous en êtes ce soir de très bons ambassadeurs et je souhaite évidemment que vous embarquiez dans le mode dans lequel nous sommes engagés. Et nous avons aussi un thème cette année, c'est une équipe qui fait la différence. On a voulu cette année marquer le fait que chacun de nos adultes de l'école, que ce soit un personnel enseignant ou un personnel de soutien, puisse faire la différence pour les élèves. Et je vous dis que nous avons une équipe qui est vraiment engagée à l'École de la Rive. Madame Bonsoir. Très heureuse d'être ici ce soir. Je remercie Mme Hélène d'être avec moi ce soir, qui est adjointe à l'École primaire de La Source. Alors, je suis la directrice des 4 écoles primaires. En fait, j'ai un bureau qui est à l'École des Eaux-Vives, mais je travaille en collaboration avec les directions adjointes dans les autres écoles, M. Daou à l'École JC Chaussée, Mme Clément à l'École des Amis Soleil. Tantôt, Daniel a dit quelque chose d'hyper important, le travail d'équipe, être une équipe. Présentement, ce qu'on vit à la Valtrie, c'est ça. On est une équipe de direction. Il y en a qui travaillent au secondaire, il y en a qui travaillent au primaire. On est un peu mêlés là-dedans parce qu'on travaille vraiment, vraiment, vraiment en équipe. Et on s'est posé la question en équipe. On était tous ensemble. Comment on reconnaît un élève qui persévère? Parce que la persévérance, ça peut se faire aussi quand il commence à marcher à 1 an, là. Comment on peut reconnaître? Et on s'est dit, il y a comme 3 grands thèmes. On pense qu'un élève va être persévérant s'il se sent compétent.
Il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'il est absolument compétent, qu'il y a 90 % partout. Non. Est-ce qu'il se sent compétent? C'est notre travail de s'assurer qu'il se sent compétent. 2 autres qualificatifs qu'on a ressortis, qu'on verra tantôt. Un élève qui est persévérant, c'est un élève qui est stimulé. C'est le fun, il a le goût, il veut y aller. Une petite anecdote, à l'école des eaux vives, on accueille les élèves qui ont des difficultés de comportement pour la région. Pas juste pour la Valtrie, là, pour la région. On a accueilli un nouvel élève la semaine dernière. En fait, on l'a accueilli vendredi dernier. Aujourd'hui, hier, on était mardi. C'était sa 2e journée de fréquentation. C'est stressant pour un élève, là. On change d'école, on est au mois de février, on s'en va dans une classe avec des élèves qui ont des difficultés de comportement. C'est pas simple, là. C'est vraiment pas simple pour lui. Je ne vous dis pas que la partie est gagnée. On commence, on est en lune de miel. Mais hier, en fin de journée, je lui ai demandé comment ça va, t'es content, ça va bien. Il dit, j'espère juste que ma mère va trouver un réveil matin, parce que si je manque l'école, ça va aller mal. Ça y est, on a gagné un petit bout. C'est déjà ça. Donc, un élève qui est stimulé, ça le stimule d'être avec nous, il est content. Il va finir par trouver qu'il se sent compétent dans quelque chose, alors je pense qu'on a gagné ça. J'ai dit stimulé. Il me reste un élève qui est encadré. Un élève encadré, ça ne veut pas juste dire qu'il y a un élève qui vit dans des règlements, puis c'est le règlement, puis c'est ça à tout prix. C'est un élève qui n'est pas seul. C'est un élève qui est accompagné. C'est un élève qui a des parents à la maison qui l'accompagnent, qui a une communauté autour de lui. Ici, à la Valtrie, là, c'est assez extraordinaire comment les gens peuvent vivre en communauté. Vraiment. Je ne dis pas que c'est une commune, mais chaque personne, les intervenants, les partenaires ont tous le même souci, le même désir, que les gens se réalisent. Donc, être un enfant qui est encadré, qu'il y a des gens qui l'accompagnent, autant au primaire, au secondaire, des parents, il y en a à l'école, il y en a partout, c'est la voie du succès. Je vais me dépêcher. Je vois des yeux. Comment on fait au primaire pour qu'un élève se sente compétent? En fait, il faut commencer par agir tôt, agir très tôt. Tantôt, Mme Anctil le disait, il faut agir tôt. On commence même à avoir un certain partenariat avec les CPE parce qu'on sait qu'il faut agir tôt. Donc, ça, c'est une voie qui s'en vient tranquillement. Dès le présco, dès le préscolaire, dans le fond, à Passe-Partout, à partir de 4 ans, on travaille fort au niveau du développement de la compétence de la lecture. On a parlé de conscience phonologique. On parle de plein de mesures. On parle même de mesures en mathématiques. On va travailler avec l'élève pour qu'il puisse comprendre déjà le sens de l'école. Donc, on agit très tôt. Psychomotricité à l'école, c'est la base de « OK, j'apprends à prendre un crayon, j'apprends à m'asseoir, j'apprends... » C'est toutes des choses. Pensez-y, un enfant, là, il ne fait pas ça à la journée longue, là, être assis, écrire quand il arrive à l'école. Donc, on travaille fort on fait du tonus musculaire, on fait de la conscience phonologique pour le français, pour le développement de la lecture. On fait déjà de l'écriture au préscolaire, pas de l'écriture avec un crayon, mais des ateliers d'écriture rapprochés pour qu'il se sente compétent parce que l'enfant, quand il arrive à l'école, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire à l'école? Je vais apprendre à lire, je vais apprendre à écrire. » C'est ça qu'il veut. On s'arrange pour que ça fonctionne. L'apprentissage de la lecture, extrêmement important dès le préscolaire, mais tout au long de sa vie, c'est un prédicteur très important d'abandon scolaire ou de persévérance. Ça dépend comment on le voit. J'apprends à lire, je sais lire, je suis un bon lecteur, je développe ma compétence à lire. Bien, ça peut être un très, 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 très gros prédicteur de réussite. Tantôt, on a parlé de mesures universelles, mesures ciblées. Mme Anctil en a nommé beaucoup. Pas parce qu'on est meilleur qu'ailleurs, mais on les fait toutes. Mais dans les mesures universelles, l'approche équilibrée en lecture, une façon d'enseigner la lecture aux élèves, l'enseignement réciproque quand on arrive chez les plus vieux, on fait ça
l'important, juste pour vous rappeler qu'une mesure universelle, tout le monde la vit. C'est une façon de travailler, c'est une façon d'enseigner, c'est une façon qu'on explique les choses. Quand on fait une mesure universelle, on rejoint environ 70-75 de nos élèves. C'est pas parce qu'on ne rejoint pas 100 qu'on arrête là. Au contraire. Les élèves qu'on n'arrive pas à rejoindre, on arrive avec des mesures qui sont ciblées. Les mesures ciblées, c'est des mesures très pointues. C'est du renforcement vraiment très fort dans le même sens. Comme Mme Anctil disait, quand je fais un blitz de lecture en première année, j'ai mes élèves qui sortent de la classe, qui vont faire de la lecture intensive tous les matins pendant plusieurs jours. Le blitz, la première année, c'est 45 jours. On le fait pendant 45 jours. On fait 1h30 de lecture à tous les matins de façon intensive dans un groupe réduit. Ça roule, ça va vite. Mais quand on revient, on n'a pas manqué des choses parce que c'était la même façon qui a été fait dans la classe, mais là, on le fait en mesure très, très, très intensive. On fait des mesures ciblées, des mesures universelles, autant en français qu'en mathématiques, et c'est ce qui est important. C'est ce qu'on fait pour essayer que l'élève se sente compétent, parce que ce qu'il fait en classe, ce qu'il fait à l'extérieur de la classe, c'est la même chose. J'ai rien manqué, je me comprends, ça va bien dans mes affaires. On commence à être meilleur. Maintenant, au secondaire, ils font des choses eux autres aussi. Au secondaire, vous voyez, on a déjà été enseignants tous les deux, on parle longtemps. Projet lecture, Mme Lévesque en a parlé, c'est très important, la lecture pour l'ensemble des matières. Si on prend, par exemple, le fait qu'un élève rendu au secondaire en mathématiques va avoir une situation problème avec 5 à 6 lignes où il doit décoder, aller chercher ces informations pour ensuite être capable d'appliquer ses règles. Donc, la lecture, c'est important. On a instauré un code de correction commun pour les profs de français. Donc, de 1 à 5, ça se passe de la même façon. Et donc, c'en est une mesure qui fait en sorte que on souhaite améliorer le français. Au niveau des mesures d'appui dans les matières à sanction secondaires, ce sont le français, mathématiques, anglais, les matières de base que l'on appelle, auxquelles on ajoute l'histoire et la science et technologie, qui sont des matières nécessaires à l'obtention du diplôme de 5e secondaire. Donc, pour les élèves qui sont en échec ou en difficulté dans ces matières-là, on met aussi en place des cours de mise à niveau pour s'assurer justement que l'élève se sente compétent. Et j'ai aussi demandé à mon personnel qu'ils puissent avoir par rapport à leurs élèves des attentes élevées, à être exigeants. Un élève est capable de fournir un rendement quand on lui en demande à sa juste mesure. Donc, un personnel enseignant qui aussi est capable de demander à l'élève d'exiger des choses parce qu'il est capable d'avoir des attentes élevées. Donc, pour compétent, maintenant, non, pour stimuler. Alors, au primaire, des projets pédagogiques soutenant la motivation et le développement d'estime de soi. Tantôt, on a parlé, Madame Rousseau, je pense, a parlé de « c'est pas parce que je suis pas bon à l'école que ma vie est finie, que je suis bon dans rien ». Malheureusement, quand on est jeune et quand on va à l'école, c'est comme s'il y avait juste ça qui comptait. Les autres sphères de notre vie apparaissent pas tant que ça. C'est important, nous, au primaire, on y tient vraiment, de faire des projets pédagogiques. C'est sûr que le français et les mathématiques sont là quand même, mais des projets pédagogiques où l'enfant peut se réaliser dans autre chose, exploiter ses talents et voir qu'il vit des réussites aussi. Ceux qui auront la chance de lire le journal d'Autrey demain, il est sorti ce matin, là, vous pourrez voir qu'il y a eu une belle activité théâtre qui s'est vécue à l'École des eaux vives. Ça se vit à chaque année, à chaque 2 ans depuis plusieurs années, où on va chercher les intérêts des élèves, les succès des élèves. On a des bruiteurs, des sonorisateurs, on a des acteurs, on a des décorateurs, on a toute la gamme de métiers possibles à ce niveau-là. Il y a des élèves qui s'y retrouvent là-dedans. Donc, si on a des projets stimulants, la robotique, le théâtre, on a des projets harmonie. Oui, c'est vrai, on a l'harmonie, on a un paquet de projets, des projets multisports, plein de projets dans toutes les écoles, ce qui fait que finalement, on développe l'estime de soi de l'élève pour qui c'est parfois plus difficile l'école. Personnel qualifié, compétent,
un personnel qui est qualifié, qui connaît bien sa matière, qui sait ce qu'il a à enseigner, un personnel qui est compétent, qui sait aussi, qui connaît les élèves, qui sait vers quelle différenciation pédagogique il doit aller, qui est capable d'aller chercher le meilleur de l'élève, bien, fait en sorte que l'élève est stimulé. Stimulé au secondaire par des activités scolaires et parascolaires qui sont diversifiées. Au niveau scolaire, nous avons justement des concentrations, nous aussi, une concentration art plastique, une concentration musique, une concentration soccer, et nous allons ouvrir une nouvelle concentration pour septembre prochain qui sera une concentration à caractère scientifique, donc des élèves motivés, intéressés. Au niveau des activités parascolaires, il y en a beaucoup. On a ici M. Auclair qui doit être le champion organisateur des activités parascolaires de l'école, avec un paquet d'activités, que ce soit des choses d'envergure comme des voyages outre-mer, ou que ce soit des choses plus terrain, des prolongements de cours au niveau sportif ou autre. Nous avons beaucoup d'éléments qui sont là justement pour stimuler la créativité de l'élève. Beaucoup de nouvelles technologies. Là, nous avons à l'école beaucoup de tableaux blancs interactifs, des ordinateurs à la disposition des élèves, un nouveau projet régie de cinéma où nous avons un bel appareillage, un équipement qui va nous permettre d'avoir un studio télévision, faire du tournage et dans ce tournage-là, être capable d'aller, par exemple, vendredi, Source Académie. Les enseignants et l'équipe d'élèves vont être au primaire pour aller faire une vidéo, le montage du concert de musique qu'on veut placer sur le site web. C'est déjà fait pour la plupart des choses. Donc, une grande utilisation au plan technologique et un développement professionnel. Mme Lévesque en a parlé. L'importance du personnel qualifié et compétent. À cet effet, nous avons mis en place, dans un projet pilote que Mme Anctil nous a accordé à l'école, un projet sur le sentiment d'efficacité personnelle des profs. Donc, en première secondaire, l'ensemble de nos enseignantes et enseignants seront libérés, sur la charité, 7 à 8 journées où on va travailler justement sur comment on peut travailler les habiletés sociales des élèves, quelles sont les compétences professionnelles, les attitudes à avoir en classe. Donc, une formation offerte à nos enseignants pour justement augmenter la dotation de ce personnel-là. Je voudrais juste ajouter, concernant le personnel compétent et qualifié, on a la chance au primaire d'avoir une conseillère pédagogique qui nous aide dans nos stratégies d'intervention Agir autrement, qui accompagne les enseignants à développer leurs compétences professionnelles. On a également, dans ce cadre-là, travaillé beaucoup les projets d'arrimage au niveau du français et de la mathématique, mais en fait de la lecture en mathématiques. Parce que la lecture en mathématiques, c'est beau lire, mais lire en maths, c'est d'autres choses. Des fois, il y a des concepts abstraits, c'est pas simple. Alors, on a fait un beau travail d'arrimage. Les enseignants du 3e cycle et les enseignants du 1er cycle ont travaillé fort là-dessus avant les fêtes. On travaille fort pour que notre personnel soit compétent et je vous l'assure, il l'est. Encadré maintenant. On a parlé tantôt comment c'était important les habiletés sociales. Au primaire, c'est la base. C'est la base. On doit apprendre à vivre en groupe. Bien que les enfants, maintenant, avec les familles recomposées, reconstituées, se retrouvent des fois avec plusieurs frères et sœurs, ça demeure que on doit apprendre à vivre en groupe. Donc, on a le développement des compétences sociales, on a des ateliers d'habileté sociale, on a du travail fort important qui se fait auprès de nos élèves, même s'ils sont petits, à 8, 9 ans, 10 ans, on est capable déjà d'identifier des élèves qu'on est inquiet au niveau des compétences sociales et ça aura peut-être des répercussions rendues au secondaire. Tantôt, on a parlé de valorisation des forces des élèves. Dans toutes les écoles primaires, on parle de tableau d'honneur, on parle d'ambassadeurs de la paix, on parle des ambassadeurs de la paix. C'est des élèves qui sont là pour véhiculer les valeurs qu'on pense qui sont nécessaires en société et qui accompagnent les autres élèves de l'école pour le faire. Les tableaux d'honneur, pas nécessairement au niveau juste des performances académiques, mais aussi des performances attendues. Des compétences attendues chez des citoyens responsables. On parle déjà d'un citoyen, même s'il a 7 ou 8 ans. Quand on parle de valorisation de l'effort, quand on parle de la constance, de travail, de la persévérance, bien, ça fait partie de tout ça. Et finalement,
Les services complémentaires, on en a parlé tantôt. Services complémentaires qui se poursuivent. Primaire, secondaire. Donc, l'élève est encadré, il est suivi quand il arrive au secondaire. C'est les mêmes visages qu'il reconnaît. Quand on parle de services complémentaires, on parle d'animation, vie spirituelle, engagement communautaire, on parle de psychologie. Il y a une belle collaboration entre les éducateurs spécialisés du primaire et du secondaire. Il y a des visites qui se font. Donc, les élèves ne sont pas complètement perdus. Et évidemment, le lien école, famille, communauté, c'est très, très, très important. L'enfant qui sait qu'à la maison, il entend le discours de l'école, à l'école, il entend le discours de la maison. C'est simple, c'est pas compliqué, et il va dans la voie où il doit se diriger, puis ça permet de faire un citoyen responsable. Au secondaire, mes deux encadreurs par excellence sont M. Lacharité et Mme Adam, qui y vont de sanction en sanction, donc je veux dire d'encouragement en encouragement auprès de nos élèves. Non, je fais des blagues, mais ce sont eux qui le supportent particulièrement. Et on a Jésus, nous autres aussi, dans notre école. Jésus Jocelyn, ça fonctionne, le J est là. Donc, Jocelyn qui s'occupe du projet Paré, on vous en avait entendu parler tantôt, qui sont ici 18 élèves qui sont suivis de façon étroite avec un lien très particulier avec la famille. Monsieur Guévremont, Jocelyn Guévremont porte ce dossier-là depuis déjà 3 ans. Par la suite, nous avons des enseignantes et des enseignants ressources, donc des gens qui sont libérés au total pour l'école. C'est 42 périodes de libération par cycle de 9 jours pour qu'un personnel enseignant puisse s'occuper de façon plus précise des élèves en difficulté. C'est aussi au niveau des services complémentaires, Mme Lévesque en a parlé, orthopédagogue à temps plein, 2 TES, des services qui sont là avec nous. Et nous avons aussi un lien famille-communauté que nous souhaitons développer. Je vous l'ai dit tantôt, on veut travailler davantage ce côté-là. On a développé une approche courriel avec les parents et on veut, idéalement pour l'an prochain, là, je lance des choses, c'est pas simple, mais développer un portail pour que les parents puissent aller sur le site, aller chercher les travaux des élèves, les devoirs, le ci, qu'est-ce qu'il y a à faire. On veut oui, travailler ça ardemment. Merci, bonne fin de soirée. Non. Je peux faire vite aussi. Bien, on en a parlé beaucoup. En fait, les forces du bassin, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est l'arrimage primaire-secondaire. On pense que nos élèves, s'il y a pas... C'est sûr qu'il y a une transition. Veut pas, il y a une transition entre le primaire et le secondaire, mais un élève qui va sentir qu'il y a vraiment une continuité, ça risque d'être plus facile, ce passage-là. Et c'est un passage très important, surtout à l'âge où ils ont là, le passage primaire-secondaire. Donc, on travaille fort sur les portes ouvertes. On vient souvent à l'école secondaire. L'école secondaire vient souvent chez nous aussi. Les enseignants, les élèves, ça permet de voir qu'il y a une proximité entre les deux établissements. Ça permet de voir aussi qu'il y a une continuité. Le festival de soccer, il y avait un festival de soccer à l'automne. Je vais laisser monsieur... Oui, écoutez, un paquet de projets où on tente de faire en sorte que les élèves de 5e, 6e année du primaire puissent le plus souvent possible venir vivre des succès et du positif au secondaire. Donc, vous en avez une panoplie. On en a même oublié, je vous distribuerai tantôt un petit journal d'un de mes enseignants qui a décidé de faire le journal qui s'intitule « L'avenir de la Valtrie ». Et c'est le journal pour les 5 écoles de la Valtrie avec les logos de chacune des écoles, et tout ça, très intéressant. Et une force du bassin, justement, cette proximité-là, et des partenaires, entre autres choses, là, je reprends en plus que M. Villeneuve disait au début, la présence des gens de la ville ce soir nous démontre justement cette implication-là. Les gens des organismes qui sont aussi très présents, donc on souhaite, avec ces partenaires-là, développer davantage. C'est évidemment notre but. Et finalement, si je l'ai mis ici, finalement, en conclusion, on a une belle vision qui est partagée primaire-secondaire. On trouvait ça très important. Ensuite, les habiletés sociales, vous en avez entendu parler tantôt. C'est important aussi que les élèves puissent les développer. On met en place des stratégies pour le vivre. Des milieux sains et sécuritaires, un élève qui est en confiance, qui n'a pas peur de se faire intimider sur le coin du casier. Et dernièrement, une communauté et une relation école, famille, communauté qui est signifiante. C'est vraiment important pour nous.
Est-ce que je vous laisse le mot de la fin ou ça complète bien? Nous vous remercions beaucoup, beaucoup de votre attention. On sait qu'il est rendu près de 10 heures. Merci. Merci beaucoup, Madame Jackie Lévesque, Monsieur Frappier, Daniel Frappier également des écoles du secteur et également, bien sûr, Madame Sylvie Anctil de la commission scolaire Tessamar. Alors donc, est-ce que vous avez des questions pour terminer auprès des gens de la commission scolaire, auprès de vos directions locales ou des commentaires? Non? Alors, donc, c'est l'heure de la conclusion. Et la conclusion, bien, elle sera faite par l'initiateur de cette tournée, le député de Berthier, M. André Villeneuve. Avant de conclure, et je sais qu'il est tard, je vais aussi faire bref. Je veux saluer Mme Brissette, la mairesse de Lanoraie, qui est avec nous ce soir. Alors, oui, on a vraiment, au niveau politique, une belle représentation. Et je pense que c'est très, on parlait de signification, c'est très significatif de l'engagement. Écoutez, peut-être rapidement, là, il existe de nombreux intervenants très actifs dans la région et ils collaborent entre eux. Je pense que vous avez eu une démonstration éloquente de cela ce soir. C'est tout à fait incroyable de voir à quel point les gens sont impliqués, à quel point lorsqu'on demande aux gens de s'impliquer, ils ne refusent pas. Hein? On leur demande de participer. Je pense à Zone Réussite qui a été mis en relief tantôt, là, qui est un bel exemple où, lorsqu'on demande à la communauté, ou avec M. Luc Sonnet, qu'on a vu à Saint-Michel-des-Saints, encore là, lorsqu'on demande aux gens de s'impliquer, les gens, surtout quand c'est pour l'avenir de nos enfants, les gens, ils refusent pas, au contraire. Plusieurs initiatives prennent naissance dans la région même, on l'a vu. Hein? Je ne veux pas vous refaire la nomenclature. Il y en a beaucoup. On a vu peut-être juste la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans la région. Et ça donne des résultats. Ça aussi, je pense qu'on l'a vu. Est-ce qu'on en fait assez? Peut-être pas. Est-ce qu'on devrait en faire plus? Sûrement. Puis je pense que c'est à cela qu'on va travailler tout le monde. Je dis souvent qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, comme dans toutes les universités du Québec, au Québec, on est très inventif, très créatif. Et on a des chercheurs, des chercheuses qui cherchent, mais on a aussi des chercheurs, des chercheuses qui trouvent. Et ça, c'est très important d'avoir ça. Et on a vu avec la présentation de Mme Rousseau de l'UQTR que la recherche permet de faire des applications et on a vu les différents documents qu'elle produit. Parce que je pense qu'un des objectifs que vous avez, Mme Rousseau, c'est de vous assurer que les résultats de la recherche puissent trouver place au niveau de l'enseignement et je pense que vous le faites de belle façon. On a vu au niveau des carrefours jeunesse d'Audrey-Joliette et de Matawini à quel point ils sont créatifs, imaginatifs. Moi, je ne sais pas, là, mais je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'ai vu les vidéos, quand j'ai vu la présentation de Mme Desgranges la première fois, je me suis dit, wow, c'est incroyable ce qui se fait. Et encore là, ce n'est que la pointe, finalement, de tout ce qui peut se faire. Et évidemment, la commission scolaire, on en parlait dans les différentes présentations de M. Charbonneau, où il y a un défi qui est considérable. On est dans une commission scolaire qui, c'est quoi? C'est celle qui fait le plus de trajets en autobus, je crois. Elle fait le tour du monde à tous les jours? Bon. Ils font le tour du monde à tous les jours avec les autobus en termes de kilomètres. C'est pas rien, là. Alors donc, c'est un défi en soi. Il y a le défi du transport, bien sûr, mais il y a aussi le défi de tout le, je vous dirais, sur le plan socio-économique. On parlait qu'il y avait beaucoup de déménagements et tout ça vient, d'une certaine façon, compliquer la tâche, mais je pense que le défi, ils le relèvent bien et ils vont continuer à bien le relever. Je termine en vous disant ceci, ça prend tout un village pour élever un enfant et je pense que ce travail-là, il appartient à la société de le faire. Merci beaucoup de votre participation.